Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Nous poursuivons notre immersion dans le LFZ. Nous venons de rencontrer le proviseur, M. Strupler, et la directrice de la maternelle, Mme Dervaux. Dans ce deuxième volet de notre présentation du lycée français de Zurich, je rencontre deux autres figures phares de l'école, Anne-Sophie Bandrès et François Latouche. Anne-Sophie Bandrès est enseignante du primaire et directrice de l'école primaire depuis la rentrée 2020. François Latouche, quant à lui, endossait anciennement cette responsabilité et est désormais proviseur adjoint du LFZ. Il est depuis 7 ans au service du LFZ. On va découvrir leur parcours, évoquer avec eux l'état des lieux de la primaire, ainsi que les différents projets éducatifs, les services qu'offre l'école. Une mise en lumière de ses valeurs et de son essence, ainsi qu'un arrêt sur la question de l'intégration et l'esprit inclusif animeront aussi notre discussion. Tout d'abord, Madame Bandrès, Monsieur Latouche, bonjour, merci de participer à ce podcast et à ce besoin général des francophones d'être en contact plus direct avec vous, surtout pendant cette période de pandémie et de distance obligatoire. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez tour à tour présenter vos rôles et vos missions actuelles au sein de l'établissement ? Peut-être que vous voulez commencer, Madame Bandrès. Oui, alors bonjour. Je suis depuis cette année, depuis septembre, la directrice de l'école élémentaire, après avoir enseigné 6 années auparavant dans cette école. Donc là, j'encadre une équipe d'enseignants de 25 personnes à peu près, 500 élèves à peu près, du CP jusqu'au CM2. Très bien, Monsieur Latouche. Oui, alors j'ai la chance d'être et l'honneur surtout d'être proviseur adjoint depuis maintenant 2 ans. Je suis particulièrement chargé du parcours des élèves du secondaire, de l'orientation, forcément du suivi de l'équipe pédagogique, du suivi d'un certain nombre de projets. Et en plus, pour tout l'établissement, j'ai la responsabilité du projet numérique. Mais nous en parlerons plus tard, je crois. Pour vous présenter déjà, c'est que vous êtes un petit peu une figure du LFZ, on vous voit déjà le matin. Vous avez ce rituel d'accueillir les élèves, vous connaissez leurs prénoms. Alors pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur ? Je vous remercie de me poser cette question parce que, en effet, c'est un point très important et cela nous tient à tous très à cœur. Parce qu'il s'agit de la première bienveillance, de la première marque de bienveillance de l'établissement que de reconnaître chaque élève comme une personne unique. L'élève arrive, on le regarde droit dans les yeux, on lui dit « pour nous, tu es quelqu'un d'exceptionnel et tu t'appelles de cette façon-là ». C'est quelque part écrit sur son visage. On voit à ce moment-là son visage s'illuminer, on voit les visages s'illuminer et là on se dit « quelle énergie, quel plaisir, bienvenue ». Et c'est pour dire aussi à l'élève qu'on sait qui il est, on est là pour l'accueillir, le protéger, lui donner ce qu'il y a quelque part de mieux au monde, c'est-à-dire notre école, et qu'il fait un bout de chemin avec nous et que voilà, nous sommes là pour être avec lui. Donc très clairement, cette première marque de bienveillance, quelque part, constitue la base des valeurs de notre établissement. Absolument. Madame Bandrès, comment est-ce que le fait que vous ayez enseigné et alterné entre des postes de responsabilité administrative et des postes d'enseignement enrichit aujourd'hui votre pratique, votre direction donc de l'école primaire ? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup alterné en fait entre les deux, entre l'enseignement et la direction. Par rapport aux différentes opportunités que j'ai eues dans mes divers déménagements, voilà, j'ai pas mal suivi mon mari et donc d'un endroit à l'autre, j'ai obtenu parfois une direction, parfois un poste de professeur des écoles. J'avoue que chaque expérience a été très enrichissante. L'enseignement, pour moi, était indispensable pour ensuite pouvoir prendre une direction. Il faut savoir aussi de quoi on parle quand on dirige une équipe et une école. Donc avoir enseigné avant est pour moi indispensable. Et puis passer de l'un à l'autre comme ça est toujours, pour moi personnellement, bien parce que quand je suis uniquement à la direction, j'avoue que l'enseignement me manque aussi un peu parfois. On monte certains projets et parfois on aimerait bien être un petit peu plus partie prenante de ce projet, être encore plus près des élèves pour les monter. Et donc de rebasculer sur certains moments de ma vie dans l'enseignement, pour moi, est très bénéfique. Oui, j'en profite pour vous demander quelles sont vos origines, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a fait venir à Zurich ? Alors, mon parcours, je viens donc du sud-ouest de la France, où j'ai débuté directement en tant que directrice dans un petit village, donc directrice et enseignante, là pour le coup, les deux en même temps. Vous êtes d'où, du sud-ouest, si je peux me permettre ? Alors, Toulouse. Ah, je suis de Toulouse aussi. Ah, merveilleux. C'est la première Toulousaine que je rencontre à Zurich.
Voilà, donc Toulouse, où j'ai fait mes études et également j'ai passé mon concours plutôt dans la région de Montpellier. Et donc j'ai débuté dans la région de Montpellier et ensuite je suis revenue à Toulouse. Et puis j'ai ensuite intégré Paris pour suivre mon futur mari, enfin l'homme qui est devenu mon mari. Et où j'ai enseigné dans un premier temps, donc je suis repartie sur l'enseignement. Et l'année suivante, j'ai à nouveau obtenu une direction d'école à Paris. Vous êtes partie aux États-Unis? Voilà, alors après ça, on a d'abord fait Zurich. D'accord, une fois. Voilà, une fois. On est resté quand même 7 ans, où j'ai donc enseigné ici pendant 6 ans. Et à la suite de ça, nous sommes partis aux États-Unis pour le travail de mon mari, où j'ai aussi enseigné et découvert le système américain, qui m'a beaucoup apporté aussi. Donc je l'ai découvert d'une part par l'école de mes enfants, qui était une école internationale américaine, et par l'école où moi-même j'ai travaillé, une école bilingue française-américaine. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui était remarquable dans ce système américain? Ce système américain est un système extrêmement positif, qui permet à tout le monde d'avoir sa chance dans les domaines dans lesquels ils sont les meilleurs. J'ai aimé le fait que les enfants sont amenés très tôt à faire des présentations, mais qui semblent être naturelles chez eux, tellement c'est bien préparé, je trouve, et tellement c'est ancré chez eux. Donc j'aime ce fonctionnement très positif et qui amène les enfants à avoir une confiance en eux très tôt. Comment s'est passée maintenant votre prise de fonction dans ce climat de crise un petit peu incertain? Vous diriez que... Oui, effectivement, j'y étais préparée parce que ça fait déjà quelques mois avant ma reprise où on savait comment déjà la situation allait être. L'école était prête aussi, puisque je sais que l'an passé, un plan avait été mis en place, le fameux plan calme. Les enseignants étaient déjà prêts, par Monsieur Latouche, organisé par Monsieur Latouche. Et les enseignants étaient donc déjà prêts, et je le savais. Donc nous n'avions eu qu'à finalement réactualiser cette année ce plan. Et on savait que quelles que soient les différentes tournures que pouvait prendre la situation, nous étions prêts. Après, je savais aussi que l'équipe avait été quand même fatiguée, atteinte aussi nerveusement, et que on devait aussi prendre ça en considération. Donc soutenir l'équipe. Voilà. Ouais. C'est ce que disait avant Monsieur Strupler, cet esprit collectif. Oui, c'est un peu soudé. Mais soutenir une équipe, comme vous le dites, soudée, qui travaille ensemble, avec qui j'ai plaisir à travailler. Voilà. Quant à vous, Monsieur Latouche, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours jusqu'ici, vos origines? Alors moi, j'ai un soleil dans le cœur. Vous savez, ça se voit sans doute. J'ai la joie d'être d'origine martiniquaise, bien qu'ayant toujours vécu en région parisienne. J'ai à la base fait des études de droit public. Très rapidement, je me suis rendu compte que travailler notamment sur des dossiers de comptabilité publique ne pourrait pas constituer une source de bonheur. Et donc, je me suis tourné rapidement vers l'enseignement. Donc, il y a maintenant quelques années. Au tout début, j'ai enseigné dans tous les niveaux de l'école primaire, donc de la petite section jusqu'au CM2, parce que j'étais ce qu'on appelait une brigade. Moi, j'appartenais à la brigade départementale, donc je remplaçais des institutrices ou des professeurs des écoles en congé maternité. Donc c'était toujours amusant d'arriver après une institutrice qui était en congé maternité, pour lesquelles les élèves reportaient beaucoup de choses, et j'arrivais, ils reportaient sur moi d'autres choses, j'ose le dire. Et donc pendant 7 ans, et puis après je suis parti à Vienne. Je suis resté 5 ans à Vienne. C'était une très très belle expérience. C'était ma première expérience à l'étranger, au lycée français de Vienne, avec ce lycée qui accueillait à l'époque énormément d'Autrichiens, et avant tout, qui était très bien intégré dans son environnement. Et Vienne est une ville magnifique, je vous la conseille, il faut vraiment visiter, c'est prodigieux. Et là, j'ai appris vraiment beaucoup, notamment dans la dimension de projet. Et je suis rentré après en zone sensible, je suis devenu directeur à Alfortville, dans Val-de-Marne, dans une école très sympathique, mais avec un certain nombre de difficultés. Et je me suis dit, il faut reporter à Alfortville tout ce que j'ai connu de Vienne. Donc j'ai introduit le concours de discours, le fait de rentrer dans une communication proactive avec les parents, d'éviter le rapport de force, mais d'être toujours
dans l'explication et donner aussi énormément de perspectives aux élèves, de leur donner de l'ambition à l'image des élèves des lycées français. Et je suis resté pendant 5 années dans cet établissement et puis je suis arrivé à Zurich en 2014. L'AEFE m'a demandé de bien vouloir prendre ce poste au lycée français de Zurich, donc qui était à l'époque une petite école, on va dire, il y avait 400 élèves répartis entre l'élémentaire et la maternelle. Et puis, avec cette école, nous avons grandi. J'ai grandi, moi, dans mon poste de directeur d'école primaire. Et l'école aussi a grandi jusqu'à arriver à presque 700 élèves. Donc, c'est dans ce que je souhaite pour une école, c'est toujours inspiré de toute cette expérience dans des milieux très différents, mais au final, l'élève reste toujours premier. Et son bien-être, l'écoute de sa famille, le travail en collaboration, en fait, constituent vraiment la base du succès d'une école et constituent aussi mes valeurs profondes. Est-ce que votre expérience, justement, à Vienne, dans un milieu germanophone, vous a permis aujourd'hui d'avoir des aptitudes nouvelles, un regard qui enrichit votre capacité ici à Zurich, dans le multilinguisme, dans les challenges, les approches de la société? Est-ce que vous voyez des similitudes? Quand je suis arrivé à Vienne, je ne parlais pas allemand. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je parle allemand maintenant. En tout cas, je me débrouille. Et donc, j'ai appris en cours du soir l'allemand à raison de 5 heures par semaine après la classe. Donc, c'était une période tout à fait enrichissante. Ce que j'y vois entre le lycée français de Vienne et le lycée français de Zurich, la richesse est dans cette recherche constante d'une adaptation aux spécificités locales. C'est-à-dire qu'à Vienne, par exemple, il y a cette culture des bals, cette culture aussi du bien-être ensemble. Et le lycée français de Vienne avait justement développé ce souci et avait créé un bal pour quelque part être de la même teinte que celle que pouvait avoir la ville. À Zurich, on est aussi dans cette recherche d'une intégration dans le tissu local pour quelque part se fondre dans notre environnement tout en restant français. Donc il y a cette dichotomie constante, c'est-à-dire que c'est un lycée français, donc il y a toute la beauté de la France, la richesse, la recherche de l'esthétique, et en même temps une recherche de se fondre dans l'environnement local. Donc on est dans une ambivalence constante, dans un équilibre qui crée en fait cette richesse et cette biculturalité que développent nos élèves. J'imagine, je me permets de dire que pour vous, le LFZ, c'est comme un second foyer. Déjà, vos enfants y grandissent ou y ont grandi. Donc je vais vous poser une question toute subjective. Quel est votre ressenti justement le matin quand vous arrivez dans les murs? Oui, effectivement. Quand j'arrive dans les murs, effectivement, je suis accompagnée de mes enfants. Dès lors qu'ils passent le pas de la porte, voilà, ils deviennent aussi mes élèves. Et donc, ma casquette de maman se tourne sur la casquette de directrice. Je n'en reste pas moins la maman de mes enfants, quand je les croise dans les couloirs, évidemment. Voilà, et ils savent bien faire la part des choses également. Alors, le sourire ne se voit pas au micro, il s'entend peut-être. Et quand j'arrive le matin au lycée français de Zurich, je suis sans flatterie, sans flagornerie, moi je suis heureux. Nous avons des collaborateurs et des collaboratrices et des collègues qui sont très sympathiques et nous passons de bons moments. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup, nous passons beaucoup de temps, le matin, le soir, les week-ends, mais il y a un vrai bonheur. C'est-à-dire que nous rions beaucoup et très souvent le matin à la porte avec Madame Bandresse, on se rejoint et on passe vraiment de très bons moments à accueillir les parents, à accueillir les élèves, à discuter. Et c'est vraiment une école dans laquelle l'ambiance est agréable. Et personnellement, je m'y sens bien et je m'y sens très très bien. Mais après, l'école, c'est aussi une énergie. Quand vous voyez les élèves arriver le matin avec leur sourire, qui vous regardent, qui vous disent bonjour, c'est un peu 1000 énergies qui arrivent. Et donc, vous arrivez dans votre bureau, vous êtes gonflé de toute cette énergie donnée par les élèves. Et puis, le lycée français de Zurich a donné beaucoup à mes enfants, parce que j'ai des enfants de 18 et 19 ans qui sont maintenant en études supérieures, qui sont restés ici pendant 5 ans. Et le lycée français de Zurich leur a donné une ambition et des compétences, des aptitudes qui leur permettent maintenant de répondre à cette ambition.
Et c'est-à-dire que le lycée français de Zurich s'est posé comme un tremplin. Et j'ai encore ma fille qui est en 3e internationale, qui aussi, comme Madame Bandrès, quand elle me croise, fait semblant de ne pas me connaître. Et ben, c'est très bien. C'est très bien. Et elle dit bonjour monsieur et je m'en réjouis. Et c'est tout le bonheur de cet établissement que, à la fois de nous permettre d'être dans nos rôles de proviseur adjoint ou de directeur, et d'être aussi pour nos enfants un véritable tremplin et qu'ils sachent faire la part des choses. Ça, c'est très, très important. Donc, pour moi, le lycée français de Zurich, c'est tout simplement 7 ans de bonheur. Je pense que ce bonheur est communicatif. Je ne sais pas, et je merci en l'espère. tout cas ici sur le podcast On s'entend. Et merci de ce témoignage aussi par rapport à votre famille. Par rapport à l'école primaire Anne-Sophie Bandrès, je voulais vous demander un petit peu de présenter l'école, les effectifs, les horaires, les programmes. Il y a un point que je veux souligner, c'est que c'est les mêmes horaires que la maternelle, donc chose qui peut être très pratique pour les parents. Oui, donc l'école primaire compte à peu près un peu plus de 500 élèves maintenant, qui arrivent le matin donc à 8h30 et quittent l'école à 15h45, sauf le vendredi à 14h45. Et le mercredi, ils ont, comme ils disent, une petite journée. C'est la petite journée qui se termine donc à 11h30. Voilà. Quant au programme, nous suivons les programmes de l'éducation nationale sur la partie française. Donc, nous sommes une école bilingue avec une majorité de classes bilingues français-allemand. Donc, sur le programme de français, comme je disais, on suit les programmes d'éducation nationale, mais on s'adapte également au programme suisse puisque sur la partie allemande, voilà, nous suivons les programmes du canton et nos programmes français doivent aussi s'aligner sur ces programmes-là puisque les disciplines sont enseignées dans les 2 langues en fait. Toutes les disciplines sont faites dans les 2 langues sur nos filières bilingues. Et nous avons donc notre autre filière, qui est la filière classique, qui, elle, compte 4 heures d'allemand par semaine. Le reste du temps, toutes les disciplines sont enseignées en français. Donc les enfants ont la possibilité d'être accueillis dès 7h50 sur une garderie qui a lieu dans la cour le matin. Et le soir, nous avons donc notre hortense scolaire qui peut accueillir les enfants jusqu'à 18h. Avec l'aide aux devoirs, on va en reparler. Voilà, on en reparlera, mais effectivement, études dirigées et puis diverses activités que nous proposons. Sur la question des langues, est-ce que vous proposez aussi d'autres enseignements de langue que l'allemand ? Oui, alors les enfants du CM1 et CM2 font tous 2 heures d'anglais par semaine. Et depuis cette année, une petite nouveauté, les CE2 classiques également font tous maintenant 1 heure d'anglais par semaine. Voilà, donc on essaie d'élargir un petit peu l'anglais aux autres niveaux. Est-ce que pour vous, le thème de la mixité culturelle, d'accueillir aussi des enfants qui viendraient d'autres systèmes, qui parlent d'autres langues, est quelque chose qui vous tient à cœur ? Est-ce que vous avez ressenti une évolution aussi à ce niveau-là ? Absolument. Il est vrai qu'en 2014, quand je suis arrivé, dans les couloirs, on entendait principalement parler français. Depuis maintenant 2-3 ans, dans les couloirs et dans la cour de récréation, d'autres langues sont entendues. C'est-à-dire qu'on entend l'espagnol, le russe, beaucoup d'anglais, de l'allemand et de plus en plus. Et on se rend compte que notre lycée n'est plus qu'un lycée français, il est aussi un lycée français international. C'est-à-dire qu'il s'internationalise de plus en plus chaque année davantage. Et c'est vrai que certaines communautés nationales nous ont rejoints pour développer et ont permis justement le développement de ce multiculturalisme qui également constitue la richesse de notre établissement. Oui, je pense que vous l'avez bien décrit. Et ouais, effectivement, d'année en année, on voit qu'on a des enfants qui arrivent de tous horizons et c'est ce qui rend notre école encore plus riche. Ce podcast, je souhaite qu'il s'adresse à tous les francophones aussi, qui forcément ne connaissent pas tous l'école française. Je pense à des Canadiens, des Belges, et puis je pense aux francophiles. Voilà, pour aider nos enfants qui arrivent justement et qui n'ont pas encore la langue française, nous proposons des cours de FLE sur l'école primaire, donc français, langue étrangère, et en fonction de leurs besoins, ils sont pris dans ces groupes de FLE. On s'adapte ensuite et dès qu'on sent que ça y est, l'enfant est lancé, petit à petit, on diminue le nombre d'heures et puis ensuite l'enfant est apte à continuer par lui-même. Puis on se rend compte très rapidement finalement que les enfants apprennent
tellement vite, les langues, qu'on est souvent très, très enchantés de voir à quel point, au bout d'une année quasiment, ça y est, ils sont au niveau des autres. Je voudrais qu'on décrive un petit peu le système français, puisque les auditeurs du podcast ne sont pas tous originaires de France. Il y a la francophonie au sens large, il y a des francophiles peut-être. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la particularité du système français au primaire, le côté évolutif de l'apprentissage, de toujours réactiver les acquis, et voilà, je vous laisse en parler. Et puis les grands objectifs à la fin du primaire, en fait. Vous souhaitez que les élèves arrivent à quel stade, à quel niveau ? Alors, les grands objectifs, c'est tout d'abord la maîtrise de la langue française et les premiers éléments de mathématiques. Voilà, ça c'est vraiment les grands objectifs. Dès le CP, les élèves, donc le CP c'est le début du cycle 2 qui s'étend du CP au CE2. On prévoit des apprentissages pour questionner le monde, des enseignements artistiques, donc art plastique, éducation musicale, de l'éducation physique et sportive, et aussi un enseignement moral et civique. Le cycle 3, donc qui démarre du CM1 jusqu'à la 6e, les élèves vont consolider ces apprentissages dans tous ces différents domaines que je viens de citer. Ils vont découvrir également les sciences, les technologies, et également l'histoire, la géographie et l'histoire des arts. Voilà. Ce qu'on demande donc à la fin de l'école primaire. De projets pédagogiques. Voilà. Je vais peut-être rebondir aussi sur le projet cinéma. On en a déjà parlé, je l'ai évoqué dans le podcast avec Christelle Desmoineaux et dans celui avec Vincent Combe. Donc chaque année, l'école vit autour de plusieurs projets pédagogiques. Je crois que Monsieur François Latouche, voilà, ça vous anime énormément aussi. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de celui de cette année et puis en général ce que vous avez déjà eu, l'importance de ces valeurs créatives dans l'école ? Oui. En fait, je laisserai Madame Bandresse développer sur le cinéma. En effet, nous avons eu les années précédentes, il y a maintenant 4 ans, Voyage autour du monde au Samsung Hall. Il y a 2 ans, c'était le cirque. Et c'est permettre à toute l'école primaire de vivre un moment exceptionnel ensemble. Et ces grands projets permettent aux élèves, aux enseignants de travailler le vivre ensemble, de travailler la solidarité, de travailler l'écoute, de travailler l'attention à l'autre et de travailler une valeur essentielle qui est une valeur du futur, je le pense, la créativité. Permettre aux élèves de développer leur imaginaire et à partir de cet imaginaire de proposer un moment particulier, un moment qui a de la valeur à d'autres, donc à faire attention à l'autre en étant soi-même créatif. C'est quelque part les fondements de ces projets qui sont proposés maintenant depuis quelques années au lycée français de Zurich aux élèves de l'école primaire. Mais pour le cinéma, c'est le projet Mme Bandresse, elle le présentera magnifiquement. Je précise quand même pour le projet cirque qu'il y avait un chapiteau dans la cour. Alors si vous voulez c'était quand même phénoménal, paraît-il. Absolument, au projet cirque, il y avait un chapiteau dans la cour et pendant une semaine, les élèves ont expérimenté la vraie vie de circassien en préparant quotidiennement, avec l'aide des parents d'élèves, de tous les enseignants, de tous les collaborateurs du lycée, ce moment particulier, 4 représentations de 1h40 à peu près, donc c'était du très grand spectacle. Mais pour tous ces projets, nous sommes vraiment soutenus par les équipes pédagogiques, mais aussi par le comité de gestion de l'établissement qui est vraiment visionnaire dans ses soutiens et qui toujours cherche à proposer le mieux aux élèves de notre établissement. Voilà, donc effectivement, cette année, notre gros projet qui unit, qui rassemble nos élèves, c'est le projet cinéma. Donc tous nos élèves de la petite section jusqu'au CM2 travaillent sur ce gros projet depuis le début de l'année. Donc ils apprennent ce que c'est de monter un film, un court-métrage. Ils en visionnent et également ils apprennent certains métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément avant, comme tous les métiers techniques qui sont donc derrière la caméra. Et donc là, l'idée est à la fin de l'année de réaliser des courts-métrages entre classes. Donc les enfants seront mixés, des maternelles, de l'élémentaire, voilà, pour rencontrer aussi les élèves des autres classes. Donc le projet est de réaliser chacun un court-métrage en fonction d'un thème donné.
Donc les enfants là préparent, ils vont travailler sur les costumes, sur le décor, et puis ensuite attribuer des rôles à chacun. Comme l'a dit Monsieur Latouche, voilà, chacun va comprendre que pour constituer un projet commun, tous les rôles sont importants et nous n'avons pas besoin d'être seulement devant la caméra pour être importants. Les gens qui sont derrière sont tout aussi importants. Et donc, tous les enfants sont vraiment ravis de préparer donc, cette semaine qui aura lieu à la fin du mois de juin, où des réalisateurs viendront et nous aideront à réaliser nos courts-métrages. Voilà, à l'issue de cette semaine aura lieu un festival et tous les films donc seront projetés. Les parents seront bien sûr tous invités pour visionner tous ces courts-métrages et un petit trophée sera remis au groupe qui aura réalisé le meilleur court-métrage. C'est ouvert qu'aux parents, ce festival ? Ce festival est ouvert aux parents. Voilà, aux parents et à leurs enfants, et se déroulera donc à la fin de cette semaine, donc complètement à la fin de l'année scolaire. Quand j'ai interviewé un de vos enseignants, donc Vincent Combe, il a salué en fait les moyens que vous mettez dans ces projets pédagogiques. Il y a un autre projet que vous avez mené et pour lequel vous avez été vraiment salué même dans les journaux, c'est le plan Calme dont on a un petit peu parlé. Monsieur Latouche, je crois que cette introduction du numérique, des iPads, vous a vraiment tenu à cœur, vous avez beaucoup œuvré pour cela. Donc si vous voulez bien un petit peu nous en parler, et aussi toujours la crainte un petit peu des parents, c'est aussi d'expliquer comment c'est utilisé, est-ce qu'il y a des limites, en quoi c'est favorable à l'enfant selon vous ? Alors, à la base, ce projet que nous avons développé, j'utilise toujours le « nous » parce que dans une école, il est compliqué d'utiliser le « je ». C'est pas la réalité d'une école. Une école, nous sommes toujours ensemble. C'est une construction commune. Donc, le « nous » correspond à la vie de notre établissement. Donc, ce projet a été développé à l'initiative d'enseignants qui voyaient qu'il leur manquait quelque chose. Ils souhaitaient davantage individualiser leurs pratiques, davantage personnaliser, permettre aux élèves d'avoir une plus grande créativité, un prolongement dans les propositions pédagogiques, c'est-à-dire qu'un élève, par exemple, qui écrit un roman, un texte, quoi que ce soit, que ce roman, il puisse l'enregistrer, qu'il puisse se filmer, qu'il puisse être créatif à partir d'une production pédagogique quelconque. C'était aussi pour nos enseignants répondre à ces régimes intellectuels différents. C'est-à-dire que nos élèves ont des vitesses différentes d'apprentissage et parfois dans une classe, il est compliqué de s'adapter à tous les élèves et le numérique nous le permet. Et aussi, il faut le dire, nos élèves actuels ne sont plus les élèves que nous pouvions être. Maintenant, on les appelle des natifs numériques. Et il faut aussi les rejoindre dans ce qu'ils sont. Naturellement, le projet numérique a été construit aussi avec les parents d'élèves qui nous ont dit « Nous, on souhaite que les iPads soient verrouillés, que les élèves n'aient pas accès à des contenus inappropriés. » C'est le cas. Le temps aussi peut être limité. Donc, le temps, s'ils nous le demandent, nous limitons le temps des tablettes. Au primaire, ce temps est limité. Donc, l'usage des tablettes est en soi assez verrouillé. Ce que nous proposons à travers ce projet, c'est avant tout d'inscrire l'usage des iPads en termes de plus-value. C'est-à-dire qu'à un moment, les outils conventionnels s'arrêtent et quand il faut aller un tout petit peu plus loin, permettre à certains élèves de faire davantage d'exercices que d'autres, permettre à des élèves d'être créatifs, permettre à des élèves de faire des exposés. Il faut les voir quand on va en classe, les voir exposer avec leur tablette en lançant leurs diapositives au tableau, en avançant. Ce sont des compétences que nous, en tant qu'adultes, nous avons apprises à 25 ans, 26 ans, et eux, ils sont en CE1, ils ont 7 ans, 8 ans, et ils savent animer déjà un atelier, ils savent déjà présenter un exposé comme le ferait un homme politique performant. Ils sont peut-être parfois même plus performants que nos hommes politiques parce qu'ils sont, eux, convaincants. Pour le plan Calme, le plan classe à la maison, c'est cette digitalisation rapide des pratiques
parce que nous étions prêts. Le gars de tout à l'heure a présenté le plan Calme en disant le lycée français de Zurich était prêt. Bah oui, nous étions prêts parce que depuis 3 ans, nous avions été quelque part avec le comité de gestion visionnaires. Nous avions choisi d'aller de l'avant et d'équiper tous nos élèves d'un iPad. Alors, un iPad, c'est un outil. Ce qui est intéressant, ce sont les propositions pédagogiques créées par nos enseignants. Et cette dotation en iPad, pour notre école, crée une véritable attractivité. Une attractivité pour bon nombre de familles, mais une attractivité aussi pour des enseignants qui souhaitent travailler au lycée français de Zurich. Et d'excellents enseignants nous rejoignent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aussi augmenter leurs compétences professionnelles. Donc, ce projet, un iPad, un élève, est un projet en fait gagnant pour notre établissement. Vous, pour la primaire, Madame Vendresse, est-ce que vous voyez aussi un soulagement du dos des élèves, Ça dématérialise, on n'a pas besoin de prendre les manuels à la maison. Est-ce que vous voyez ces bénéfices-là ? Oui, exactement. Ça simplifie beaucoup de choses. Et que ce soit les enfants ou les enseignants, voilà, en cas de fermeture, on sait que nous avons tout le matériel nécessaire sur la tablette pour être prêt du jour au lendemain, finalement. J'avais parlé de parité. Quelle est la répartition entre tablette et support papier, les livres, le recours aux outils traditionnels ? Oui, nous avons toujours les deux, évidemment. Les enfants ne sont pas sur la tablette toute la journée, heureusement. Elles sont bloquées. Ils ont la possibilité d'y aller 2 heures dans la journée, puis 1 heure pour les devoirs le soir. Au-delà de ça, la tablette est bloquée. Et également, à 20 heures le soir, ils n'y ont plus accès. Donc, on est vigilant aussi sur cela. Et donc, voilà, les enfants ont évidemment toujours la possibilité d'écrire. Heureusement, ils ont des cahiers, ils ont aussi des manuels papier. On essaie de faire un mix des deux et de voir en fonction de la logique ce qui est plus logique de faire sur papier ou ce qui est plus logique de faire sur tablette. Mais c'est vrai que sur leurs devoirs du soir, en principe, la tablette suffit. Monsieur Latouche, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, un autre avantage, et nous le voyons en situation de pandémie, nos élèves qui doivent rester à la maison en quarantaine continuent au secondaire, comme au primaire, mais Madame Vendresse pourra le préciser, à suivre les cours. C'est-à-dire que cette dotation nous permet de préserver la continuité pédagogique et développe aussi avec nos familles une vraie relation de confiance. C'est-à-dire que les familles nous indiquent qu'elles sont cas contact, qu'elles sont positives, parce qu'elles savent que nous allons assurer la continuité pédagogique et que les élèves vont continuer à développer des véritables compétences, bien qu'en quarantaine à la maison. Donc, c'est vraiment un atout pour notre établissement et un atout pour la pédagogie. Et c'est aussi un atout pour notre système français, qui est un système très académique. Nous continuons à écrire dans des cahiers, c'est très important. Nous continuons à lire dans des livres, c'est aussi très important. C'est ce qui constitue la force de notre établissement et de notre éducation à la française. Mais cette éducation à la française, qui est parfois considérée comme un peu verrouillée, doit s'enrichir de nouvelles pratiques pour être en phase avec le monde qui est le nôtre. Et c'est quelque part le projet que nous proposons avec cet iPad donné à chaque élève du CP à la terminale. Dans le système suisse, et dans les petites classes en particulier, l'accent est souvent mis sur les aptitudes sociales des enfants. Est-ce que ici aussi au LFZ, c'est un thème qui vous occupe ? Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les enfants à l'autre, à la différence, à être inclusif ? Finalement, c'est ça qui est dans les valeurs de l'école républicaine. Et est-ce que vous avez des démarches pour arriver à cela ? Oui, effectivement, en primaire, c'est un thème qui nous occupe énormément. Et nous avons mis en place cette année d'ailleurs un programme de comportement positif. Et les élèves sont sensibilisés à un thème par mois. Là, par exemple, nous avons commencé le thème de l'empathie. Le mois précédent, c'était l'engagement. Voilà, nous avons travaillé le respect, la bienveillance, l'acceptation. Dernièrement, qui était aussi un thème important avec la période que nous vivons. Donc les enfants visualisent une vidéo qui a été préparée à chaque fois par Madame Landolt pour expliquer ce thème, parce que les mots sont pas... Voilà, quand j'ai parlé en fin de semaine dernière au petit CP de l'empathie, effectivement, il a fallu expliquer. Et donc, ils ont ces explications-là. Et ensuite, il y a des débats qui ont lieu dans la classe.
des petites mises en situation. Les élèves ont la possibilité de s'exprimer et éventuellement même de faire part de certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et à la fin de chaque thème, les enfants sont récompensés pour leur comportement. Donc toutes les semaines, les enfants reçoivent une cape ou un bracelet en fonction de leur bon comportement. Et à la fin du mois, un petit diplôme. Voilà. Donc c'est un thème vraiment qui nous anime. Au secondaire, nous avons un certain nombre d'outils mis en œuvre en fonction des niveaux dans la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est un point très très important. Le lycée français de Zurich s'est doté d'un protocole très précis et d'une cellule de lutte contre le harcèlement qui permet d'instruire toutes les situations un peu compliquées. Donc nous avons ces journées de sensibilisation. Il y a les temps de vie de classe qui, au cours de l'année, permettent aux élèves de s'exprimer et de dire leur bien-être ou de trouver des moyens pour régler des problématiques liées au mal-être. Et par ailleurs, notamment pour les grandes classes, en première, en terminale, des cours de sophrologie sont proposés et permettent aux élèves quelque part de se sentir mieux, plus en phase avec eux-mêmes. C'est très intéressant de faire venir ces médecines douces dans l'école. Je vois que vraiment vous êtes très ouvert à tout ce qui est culturel et à enrichir l'enfant, l'élève, de toutes les manières possibles. En période normale, puisque voilà, on aspire tous à cette normalité, et j'espère qu'on peut décrire ça aussi pour l'avenir, puisque l'épisode va rester en ligne. Quel type de sortie scolaire menez-vous qui justement favorise ce contact à la vie suisse? Vous avez dit au début qu'il y a des allers-retours entre la vie francophone, ou en tout cas la vie au sein du LFZ et la vie suisse, qui permettent aussi des contacts aux autres enfants, à la société générale, au reste de la géographie de Zurich. Comment vous entretenez une culture locale ? Oui, alors effectivement, habituellement, les élèves de l'école peuvent entretenir des correspondances avec des élèves des écoles suisses et on organise aussi des rencontres. Effectivement, cette année, ça n'a pas été possible, mais en temps normal, voilà, on essaie de mettre en relation nos élèves avec les petits élèves des écoles suisses. Des sorties sont organisées également dans notre canton. Les élèves découvrent, pour les plus petits, les fermes, par exemple. Des sorties à la ferme sont organisées. On découvre les produits locaux. On organise aussi des visites de monuments de la ville pour les plus grands, avec des activités appropriées. Voilà, donc les enfants on essaie de faire en sorte qu'ils soient ouverts le plus possible à la vie suisse, à la vie qui nous entoure. En fait, je ne souhaitais pas forcément faire une comparaison avec le système suisse parce que je pense que ce n'est pas pertinent. L'école française et votre système ne s'est pas bâti ni en comparaison ni en opposition au système suisse. Mais quand même, dans le choix des parents, il y a cette question qui détermine dans quel système ils mettront leur enfant, notamment la question de l'école de quartier. Forcément, comme en France, en Suisse, il y a des écoles de quartier. Ça paraît pratique. Comment vous avez choisi la situation de Dubendorf ? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un côté pratique ? Alors, sur les deux systèmes, si vous me permettez, je reviendrai, parce que c'est vrai que les deux systèmes, on pourrait les comparer, mais en fait, ils sont quelque part incomparables, parce que leur idéologie de départ n'est absolument pas la même. Je ne reviendrai pas sur l'idéologie du système suisse, mais l'idéologie du système français vise à créer toujours des citoyens libres de penser, libres de leurs choix et libres de contester. Je dirais même que dans le français en lui-même, avant de penser à la règle, on pense à l'exception. Et cet état d'esprit traverse tout le système éducatif français. Et notre objectif, avant tout, c'est de rendre les enfants les plus libres possibles. Voilà. Donc si on est attaché à cette liberté de penser, si on est attaché à cette capacité à penser quelque part à côté, à être créatif, à ce moment-là, le système français a ses atouts. Il a ses atouts. Dubendorf a été choisi parce qu'en effet, il y avait un terrain et une proposition d'une société de construction
Et cette proposition a été acceptée par les familles lors d'un vote. Et en effet, la proximité de la gare de Stettbach, qui permet aux parents de déposer leurs enfants au lycée français de Zurich, de les laisser toute la journée, d'aller à la gare, d'aller travailler jusqu'à Zug de façon très facile et de revenir le soir récupérer leur enfant, c'est sûr que cette situation géographique représente un atout indéniable. Comme autre service, puisque je pense qu'on peut présenter votre école comme une école aussi de service. Donc vous proposez quoi aux élèves? Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu le détail? On a parlé un petit peu des horaires, mais une autre grande préoccupation, ça va être aussi, pour les mamans d'organiser leur vie professionnelle. Donc comment rallonger ces horaires, etc. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, effectivement, l'école propose des activités HTS le soir jusqu'à 18h, des activités sportives, des activités culturelles, de l'étude dirigée qui permet aux enfants d'être occupés sur différents types d'ateliers et également aux parents de pouvoir venir les récupérer plus tard le soir. Nous avons aussi des navettes qui raccompagnent les enfants, qui les amènent déjà le matin à l'école et les raccompagnent le soir sur différents sites autour de l'école. Voilà, et nous sommes toujours ouverts à discuter sur de nouveaux potentiels sites en fonction des besoins des parents et des possibilités de l'école. Voilà. Je voudrais préciser qu'à la cantine, il y a aussi plusieurs régimes possibles, donc normal, vegan ou pique-nique, selon les familles. Exactement, oui, on s'adapte aussi aux différents régimes des enfants. Ils ont la possibilité d'amener leur pique-nique et nous sommes très vigilants sur les différents régimes et également sur les allergies. Voilà, donc notre infirmière Anne Bauer est aussi extrêmement vigilante là-dessus. Donc c'est un point sur lequel nous faisons très attention. Quels équipements sportifs avez-vous ? Alors, nous avons notre grand gymnase, donc qui est sur 2 parties. Donc c'est un gros gymnase qui peut accueillir 2 classes à la fois. Également le dojo avec des tapis pour permettre aux enfants de faire des activités de lutte, de judo, etc. Et puis sinon, les enfants ont eu des possibilités d'aller à la piscine, patinoire. Et puis également sur différentes salles de sport, faire de la Zumba, par exemple, du badminton. Donc on ouvre aussi, on a pas mal de structures sportives dans l'école, mais on s'ouvre aussi sur l'extérieur pour permettre à nos enfants de faire un maximum de sport parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Est-ce qu'au vu de la situation, une famille qui serait désireuse de visiter le lycée français peut toujours le faire comme on le faisait à l'époque? Vous proposiez même aux enfants de venir une moitié de semaine en classe. Est-ce que c'est encore possible? Alors, pour les immersions à l'heure actuelle, elles seront possibles. Nous l'imaginons plus tardivement dans l'année pour éviter les échanges. Alors, les rencontres avec les familles peuvent être réalisées par Teams. Ça ne vaut pas une rencontre en présentiel, je vous l'accorde, mais on voit quelques familles par Teams. Mais on rencontre masqués certains parents d'élèves qui le souhaitent et qui insistent. Donc le lycée reste ouvert. Mais pour l'instant, la norme, en effet, est plutôt de laisser les parents à l'extérieur de l'établissement, quelque part pour les protéger aussi. Je voudrais revenir sur l'enseignement de l'allemand, puisque c'est une autre préoccupation. Forcément, quand on habite ici, on veut aussi que nos enfants puissent se débrouiller dans la vie courante. Donc, quel niveau atteignent les enfants en CM2, les enfants de parcours bilingue? Vous pensez qu'ils ont quel niveau? Donc, on connaît les A1, A2. Alors, en fin de CM2, en général, ils atteignent le niveau A2 pour leur permettre d'intégrer la classe internationale ensuite en 6e. Voilà. Est-ce qu'ils souhaitent tous l'intégrer? Ils continuent tous en bilingue normalement? Alors la plupart, désormais il y a un test en fait d'entrée dans cette 6e internationale. D'ailleurs à l'heure où nous parlons, nos élèves sont en train de rédiger leur petite production écrite en allemand pour ce fameux test d'entrée en 6e internationale. Voilà, qui comme je disais, niveau A2. Ouais. Bonne chance à eux. Ouais. C'est vrai que l'enseignement bilingue ne se limite pas à l'école primaire. En fait, il faut vraiment concevoir cet enseignement de l'allemand et ce bilinguisme à l'échelle de tout un parcours scolaire. Et voyons véritablement les résultats de nos élèves
en seconde, première, terminale, qui valident pour la plupart de façon assez aisée un C1 ou un C2 en allemand, montrant leurs grandes aptitudes dans cette langue. Les élèves au lycée, pour entrer en section internationale, doivent valider un niveau B2. Il y a également un examen d'entrée en seconde internationale. Donc il y a un examen en 6e, comme le précisait Madame Bandrès, puis un examen pour l'entrée au lycée en section internationale en allemand. J'ai une question par rapport aux enseignants, qu'ils soient francophones ou de langue allemande. Sur quelle qualité, quelles prérogatives est-ce que vous allez les engager ? Est-ce que c'est vous les employeurs, en tout cas le LFZ Zurich, ou bien l'éducation nationale, la EFE ? Comment ça fonctionne un petit peu ? Nous voyons les enseignants en entretien pour les enseignants recrutés locaux. Et nous les proposons au recrutement, au comité de gestion, après un passage en commission ressources humaines. Durant ces entretiens, nous interrogeons les enseignants sur un certain nombre de critères. Premièrement, la qualité pédagogique de base, mais en soi, c'est un enseignant qui nous dirait « je suis un bon pédagogue », c'est quand même la base. C'est comme une couturière qui serait en capacité de nous dire je couds bien, d'accord, mais quoi de plus ? Donc après, nous les interrogeons sur leur capacité à intégrer une pédagogie numérique, à développer une pédagogie inclusive, à accueillir tous les enfants, tous les élèves dans leurs particularités et leurs particularismes, leur capacité à travailler en équipe, leur connaissance aussi du réseau. Il est vrai que les élèves des lycées français ne sont pas des élèves particuliers, mais il faut les connaître, il ne faut pas être surpris par une certaine exigence des familles, une certaine aussi créativité des élèves habitués à une certaine forme de diversité et qui crée chez eux ce non-conformisme. Et donc, il faut être capable de répondre à ce non-conformisme. Et puis ensuite, ces enseignants sont proposés à la commission ressources humaines qui opère un classement et après nous les contactons. Il s'agit du recrutement des enseignants locaux. Après, il y a un recrutement des enseignants résidents qui sont proposés c'est pas vraiment proposé par la BFE, mais qui gardent leur statut de fonctionnaire d'État et qui sont là dans un recrutement plus administratif, plus statutaire, qui sont liés à des points et à une grille très particulière. Si j'ai bien fait mes recherches, le lycée français de Zurich est le lycée français qui, au monde, accueille le plus de familles françaises, d'origine française. Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire qu'est-ce qui motive le choix de ces familles ? Selon vous, qu'est-ce qui fait l'attrait du lycée français ? Son excellence, madame. Quand nous voyons les résultats de nos élèves au baccalauréat et quand nous voyons aussi le résultat de nos élèves dans l'enseignement supérieur, c'est ce que nous disions tout à l'heure, le lycée français de Zurich constitue un tremplin. Nos familles, nos élèves ont une ambition, le lycée français de Zurich se fait fort de leur donner les moyens d'être en accord avec leur ambition et de suivre leur ambition et au-delà de la suivre, de la réaliser. Après, je pourrais vous dire aussi qu'ils viennent pour les beaux yeux de Mme Bandrès et pour les miens, mais non, ça ne suffit pas, malheureusement, parce que ça pourrait être un outil de motivation aussi. Mais non, et puis après, il y a en effet le service qui est proposé. Beaucoup de mamans françaises travaillent. Le service proposé notamment par l'école primaire de 7h50 à 18h, ce service leur permet de poursuivre une activité professionnelle sans être regardé du coin de l'œil. Ici, travailler pour nos mamans d'élèves, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que nous sommes dans un cadre très francophone et très, très français qui, en effet, pousse nos chères mamans et nos chers papas à travailler le plus possible. Oui, c'est un sujet qui nous habite beaucoup là, dans le podcast. Le sujet de l'empêchement, en effet, par des contraintes d'horaire, l'empêchement des femmes, les trous dans la carrière, et puis à terme, les difficultés économiques
auxquelles ça peut mener, en tout cas un petit peu d'insécurité. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Merci d'en parler. C'est vrai que pour nos familles alors, le lycée français de Zurich propose, vous savez, différents tarifs en fonction des revenus. Et puis, vous avez les bourses scolaires proposées par le consulat qui permettent aux familles plus en difficulté de scolariser leurs enfants au lycée français de Zurich. Je crois que quand on fait la comparaison avec d'autres écoles privées, ça reste raisonnable, entre guillemets, hein. Est-ce que d'ailleurs, je peux vous poser la question, est-ce que les tarifs sont plafonnés par l'AEFE ou bien c'est vous qui les décidez, les parents ? Alors ce sont les parents qui décident des tarifs. Ces tarifs sont votés en assemblée générale sur proposition du comité de gestion. D'accord. Ils ne sont pas du tout plafonnés par l'AEFE. D'accord. Ils pourraient être beaucoup plus élevés, mais pour garder notre ambition d'accueillir le plus largement toutes les familles de Zurich, de Suisse, mais pas que des familles françaises, nous avons une gestion maîtrisée qui permet des tarifs raisonnables. Vous diriez qu'il y a une idée démocratique derrière ça, finalement ? Il y a une idée, en effet, démocratique, c'est l'établissement, le lycée français ou l'éducation à la française pour tous. Et c'est pour cela que nos tarifs sont si maîtrisés depuis de très nombreuses années. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas de tous ces échanges. Voilà, Franzine, c'est un podcast informatif, donc je pense qu'on a reçu plein d'informations. C'est aussi un podcast de conseils. Donc je vais vous demander, vous qui êtes bien intégrés à la vie zurichoise, si vous avez des conseils de lieux où sortir, où se divertir, peut-être des clubs de sport, des bonnes adresses à recommander. Voilà, quel est votre endroit favori de la région ? Ce que vous souhaitez. Ils sont nombreux, on a la chance d'avoir une très belle région et de pouvoir se promener un peu partout avec grand plaisir. Donc nous, on aime bien tout simplement se promener autour du lac de Zurich vers le jardin chinois. Également le Greifensee, courir le matin très tôt, au bord du Greifensee alors qu'il n'y a personne, on entend juste le bruit des cygnes sur l'eau. C'est un réel plaisir. C'est à Lutliberg, voilà, manger une petite fondue au Quais-Alpes. Voilà, des petits plaisirs qu'on a très facilement ici autour de chez nous. La Yucker Farm pour les enfants. Voilà, des endroits où on va très facilement. Et vous, monsieur Latouche ? Alors, je vous répondrai pour les familles qui arrivent et qui aiment pratiquer ce sport en famille. Donc le ski, l'axe, Flims. Certains, en écoutant ce conseil, seront étonnés qu'ils viennent de moi. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, la neige constitue une occupation sympathique. Moi, je serais plus sur les badis, donc le badi de Tiefenbrunnen, par exemple, qui est très sympathique, un lieu où on peut se détendre. On rencontre énormément de familles, notamment du lycée français de Zurich. Et puis, à Zurich, vous avez des spécificités. Vous avez l'un des premiers restaurants végétariens d'Europe, donc Hiltel. Bon, c'est vraiment une adresse et une adresse typique dans laquelle il faut se rendre pour goûter à cette sympathique cuisine végétarienne, mais véritablement délicieuse. Merci de vos recommandations. Je vous demande un dernier partage. C'est une tradition maintenant dans Franzine de partager une citation, un proverbe ou bien une œuvre qui vous anime. Vous pouvez en dire aussi plusieurs si vous le souhaitez. Vous voulez commencer, Anne-Sophie Vendresse ? Oui, alors, si tu ne peux pas venir à bout de tout, ce n'est pas une raison pour tout abandonner. Je trouve que ça me correspond bien. Et c'est aussi une phrase qui correspond bien à la période que nous vivons, en tout cas à l'école. Nous n'avons pas pu réaliser forcément tous les projets qui nous tenaient à cœur cette année à cause de la situation sanitaire. En revanche, d'autres ont vu le jour finalement. Et quoi qu'il arrive, de nombreux projets ont quand même vu le jour, malgré tout. Voilà. Monsieur Latouche ? Alors je reprendrai une citation que je disais le premier jour de la rentrée de CP, quand je disais à ces élèves « ça y est, vous rentrez à la grande école » et avec leurs parents, ils étaient donc tous assis et ils attendaient d'être libérés de mon joug pour pouvoir se rendre dans leur classe. Et je leur disais, voilà, plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Donc, cette citation de Voltaire sous-tend véritablement l'excellence de notre établissement, qui est avant tout d'amener les élèves à une maîtrise des savoirs
et une maîtrise qui rend libre, qui permet de lutter contre l'ignorance, qui permet de vivre et de bien vivre ensemble, qui constitue quelque part la base de notre monde et du bien-être de notre monde. Donc plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Je suis convaincu par cette citation. Vous êtes vraiment animé par l'esprit des Lumières depuis le début. C'est le principe même de notre parcours éducatif et le principe même de notre éducation à la française. Absolument, libérer les esprits. Très joli, je vous remercie. C'était très instructif. Je vous remercie de tous ces échanges, de cette rencontre aussi, d'avoir pris le temps. J'espère qu'on a pu répondre à de grandes interrogations des Français, des francophones. Et en plus, directement de votre part, avec votre voix, ce partage, vos histoires aussi, avec votre touche. Donc je pense que ce sera très apprécié. Merci encore et au revoir. Merci à vous. Qu'on adhère à un système ou à un autre, il n'y a pas de vérité. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'ouvrir le débat, donner à réfléchir justement. Et surtout, saluer l'institution qui a vu passer des centaines d'enfants, qui défend la francophonie et les efforts communs qui contribuent à ce projet. Je crois qu'on peut tous applaudir votre ouverture à la communication encore une fois. Merci à vous tous de suivre Franzine, votre podcast. J'attends vos commentaires et encouragements. À bientôt!